D'accord pour ça. Donc, bienvenue tout le monde à cette présentation d'une conférence de l'ISFOR. Aujourd'hui, notre présentateur et chercheur invité est Henrik Hartmann. Henrik a fait ses études graduées au Québec, à l'UQAM plus précisément, sous la supervision d'un chercheur obscur, un dénommé Christian Messier, qu'on salue d'ailleurs, qui va sans doute regarder la présentation un peu plus tard. Donc, Henrik, après un passage direct de la maîtrise, il fait un passage direct de la maîtrise au doctorat, qu'il termine en 2008. Ses travaux ont d'ailleurs porté sur la mortalité des arbres, puis a démontré que les perturbations naturelles en forêt feuilletée tempérée avaient un effet beaucoup plus important sur la mortalité que les perturbations anthropiques. Par la suite, un instant, les notes ne suivent pas. Voilà. Par la suite, de 2009 à 2010, il a été stagiaire postdoctoral à l'Institut Max Planck de biogéochimie à Jena, en Allemagne. Il œuvre là depuis ce temps, cet institut, d'abord comme scientifique, puis maintenant comme chef d'unité. Ses travaux touchent les interactions entre la mortalité des arbres, la location des ressources et les stress abiotiques tels les sécheresses. Aujourd'hui, avec plus de 60 articles scientifiques à son crédit, Henrik est vraiment reconnu comme une sommité dans son domaine. C'est donc un grand plaisir et un grand honneur de recevoir le docteur Henrik Hartmann avec nous aujourd'hui. À toi, Henrik. Merci beaucoup pour l'introduction. C'est un grand honneur pour moi aussi de pouvoir distribuer mes résultats. Peut-être avant de commencer, tout d'abord, les présentations en français, je fais ça rarement. Alors, mon français scientifique probablement est un peu rouillé. Donc, j'espère que ça ne dérange pas trop. Deuxième chose, je ne connais pas le background des gens qui assistent à la présentation. Alors, si j'aurais juste une petite idée, est-ce que c'est plus écologique, physiologique, juste pour savoir où peut-être mettre plus d'emphase ou plus d'explications? Je dirais que les gens sont plus écologiques que physiologiques, un peu plus. OK. Je dirais. Ouais. C'est bon. OK, on commence. Alors, vous voyez une carte qui est très, très, très récente. En fait, Bill Hammond, qui a fait un doctorat avec Henry Adams et avec Craig Allen, présentement, qui est en train de soumettre cette carte-là, évidemment, pas seulement la carte, mais des données qui viennent avec ça. Alors, ça serait peut-être souhaitable pas de distribuer la carte trop largement, pas encore. Toutefois, ce qu'on voit sur cette carte-là, c'est des événements qui ont été observés de mortalité plus élevée, le déclin de forêts sur pratiquement tous les biomes, dans tous les biomes forestiers du monde. Et on voit aussi comme une accumulation dans le temps, comme on voit ça avec les couleurs, comme le bleu vers le jaune, donc de plus passé des années 70 jusqu'à pratiquement présent. Donc, il semble y avoir une relation ou un phénomène que les forêts souffrent d'un changement climatique, car tous les événements qui sont répertoriés ici ont été liés par des extrêmes de température ou de sécheresse. Donc, vous voyez la deuxième diapositive, juste pour être certain qu'on voit la même affaire. Ça va? Oui. OK, bon. C'est bon. Alors, je vais essayer de répondre à 3 questions pendant cette présentation-là. La première, c'est quels sont les liens physiologiques entre le climat et la mortalité d'arbres. Le deuxième, est-ce que nos forêts disparaîtront? Et le troisième, quel est l'état présent des forêts? Alors, pour les liens physiologiques, ça c'est en fait un peu comme Philippe l'avait mentionné, peut-être
la partie que je connais le mieux parce que, étant écophysiologiste, j'ai fait beaucoup de recherches dans des processus qui mènent à la mortalité d'arbres. Ça, c'est la carte d'origine. Ce qu'on voyait, j'avais mentionné, Bill Hammond travaille avec Craig Ellen, et vous voyez en bas la référence. Donc, c'est Craig Ellen qui a publié cette carte-là la première fois en 2009 déjà. Il avait constaté qu'il voyageait beaucoup, il lit beaucoup. Donc, il a regardé un peu qu'est-ce qui se passe au monde avec les forêts. Il a constaté que partout au monde, sur tous les biomes, il y a comme des événements de mortalité qu'on peut lier au changement climatique. Alors, c'est rien de nouveau à ce niveau-là. Un endroit ici à la Nouvelle-Mexique a été spécifiquement recherché. Donc, des processus de mortalité ont plus ou moins débuté à cet endroit-là et je vais parler de ça un petit peu. Alors, ce qui est l'endroit comme tel, comme je dis, Nouvelle-Mexique, on voit ici que c'est un écosystème particulier. Il y en a juste 2 espèces. C'est une forêt assez ouverte. C'est parce que c'est un écosystème aride, alors c'est déjà très sec, ce qui veut dire aussi que des espèces qui sont sur place sont quand même assez bien adaptées à la sécheresse. Pourtant, après une sécheresse d'une durée de 3 ans, une sécheresse assez sévère, on voit qu'il y en a comme des pertes assez grandes dans la couverture forestière. Alors, en gauche, on voit que des arbres ici, je ne sais pas si vous pouvez voir le pointeur, il y a des taches qui sont brunâtres ici. Tout ce qui brune à la fin, 3 ans plus tard, est tout gris. Ça veut dire que des arbres qui sont morts. Ce qui est plus intéressant à cette image-là, ce n'est pas le taux de mortalité, mais plutôt que c'est surtout une espèce, le pin, qui était mort à 95%, tandis que le genévrier a survécu à 95%. Donc, un système qui est déjà bien adapté à la sécheresse. Il y en a seulement 2 espèces qu'on croyait les 2 espèces sont bien adaptées. Pourtant, l'impact sur les 2 espèces est complètement différent. Ce qui a incité des chercheurs là-bas, Nate McDowell, Dave Brashears et aussi Craig Ellen, de faire des études plus approfondies. On voit ça ici à gauche. Donc, Dave Brashears a regardé la régulation stomatale de ces 2 espèces à la sécheresse. Ce qu'on voit en haut, c'est le pin et c'est le potentiel hydrique avant la levée du soleil le matin. Alors, quand la plante est en équilibre avec le sol, on voit que le potentiel hydrique ne change pas beaucoup pendant toutes ces années-là. Donc, le minimum, c'est à peu près à moins 2 mégapascales. Tandis que pour le genévrier, on voit que le genévrier fait varier le potentiel hydrique beaucoup plus que le pin. Donc, on pourrait croire, en fait, que le pin est beaucoup mieux adapté à la sécheresse parce qu'il réagit plus vite, plus sensiblement à la sécheresse. Donc, il devrait être plus à l'abri des impacts de la sécheresse. Mais si on regarde au niveau stomatal que la régulation de l'état hydrique ne cause pas seulement une réduction de la perte d'eau par la stomate, mais aussi une diminution de la diffusion de CO2 dans la feuille. Et maintenant, si on regarde ça au niveau de la feuille, au niveau de l'assimilation de carbone, c'est le contraire qu'on observe. Alors ici, le pin fait, à cause de la fermeture assez rapide de stomate, l'assimilation de carbone varie beaucoup. Et après un certain moment donné, quand le potentiel hydrique est assez faible, assez réduit, on voit que c'est même le pain entre dans un bilan carbonique négatif, alors qu'il dépense plus de carbone par la respiration qu'il peut assimiler par la photosynthèse. Et pour le genévrier, c'est tout à fait le contraire. Les stomates, ils restent ouverts. Il peut continuer pour plus longtemps d'assimiler du carbone, alors il n'en manquera pas de carbone. Nate McDowell a lié donc cette régulation ou cet comportement de régulation, donc c'est ce qu'on appelle l'isohydrie,
des deux espèces avec la durée d'une sécheresse ou avec une intensité de sécheresse. Donc, pour une espèce comme le pin qui ferme les stomates très rapidement, donc il ne peut plus assimiler du carbone. Maintenant, si j'ai une sécheresse qui dure très longtemps, ben, cette espèce va dépendre des réserves emmagasinées, donc des hydrates de carbone qui sont emmagasinés dans des feuilles, dans des branches et des racines, jusqu'au moment que, parce que la sécheresse dure trop longtemps, des réserves sont épuisées et finalement, la plante va mourir. Tandis que pour une espèce comme le genévrier, qui fait varier le potentiel hydrique beaucoup plus, donc il y a une tension énorme aussi dans le xylème. Et si j'en ai maintenant une sécheresse qui est très intense, la tension dans un xylème mène à l'apparition d'embolie qu'on voit ici. Donc, c'est la formation des bulles de gaz dans l'exylème. Et vous connaissez ça, peut-être, quand vous avez une pompe dans le jardin, une pompe à bras. S'il y a une bulle de gaz qui se forme dans le tuyau, bien, le pompage est fini. Et c'est la même affaire pour les arbres. Une fois qu'il y a l'embolisme qui se répartit partout dans l'exylème, il n'y a plus de transport d'eau et finalement la plante ou l'arbre, dans ce cas-là, va mourir d'assèchement. Cette hydraulic framework, comme c'est appelé, a causé une vraie vague d'études qui se sont penchés sur le dysfonctionnement hydrique et aussi l'épuisement carbonique, donc le hydraulic failure et le carbon starvation. On voit comme quelque part ici en 2008, c'était le papier de Nate McDowell, et tout d'un coup, on a vraiment comme une augmentation linéaire d'études à ce niveau-là. Avant d'aller peut-être dans des détails des études, un peu comment on mesure le dysfonctionnement hydrique. On voit ça ici dans cette image-là en bas. On a c'est une coupe transversale dans une tige. On voit que des parties dans le xylème ici qui sont en vert, il y a des embolies, tandis que la partie rouge, c'est encore fonctionnel. Donc, la proportion de surface dysfonctionnelle par rapport à la surface au complet, c'est donc le degré de partial loss of conductivity, donc la loss partielle de conductivité. On ne mesure pas ça comme ici, on ne coupe pas des tiges de manière transversale, on utilise un agent pour faire la coloration, mais ce qu'on fait, on fait pousser de l'eau à travers d'une tige, on mesure dans combien de temps, combien d'eau est transportée à travers de cette tige-là. On pousse des bulles d'air avec une plus haute pression, donc on enlève toutes les embolies, on mesure encore et le ratio entre les deux nous donne une indication pour cette PLC-là. Pour l'épuisement carbonique, donc le carbon starvation, habituellement, quand on fait, on a comme un échantillon d'une branche, de feuilles, de racines, n'importe quoi. On le prépare au laboratoire, donc le petit poudre ici, on fait des extractions, on mesure la quantité ou des concentrations de sucre et d'amidon comme indication d'une diminution de réserve dans le dessus comme indicateur pour un épuisement. Oups. Donc, si jamais vous avez des questions et ça, c'est pas clair, peut-être ça serait mieux de poser des questions tout de suite avant d'aller beaucoup plus loin. Et finalement, il y en a des questions qui s'accumulent et c'est pas clair. Donc, gênez-vous pas de poser des questions tout de suite. Donc, j'ai mentionné qu'il y en a plus que 400 études et ça, j'ai fait cette graphique-là, je pense, au printemps. Maintenant, on est probablement rendu à plus que 500 études à ce niveau-là. Je ne peux pas donner un vrai aperçu de tout ça qui a été fait, mais ensemble avec Henry Adams, on était dans je pense, une ESA meeting à Portland en 2015 ou quelque chose comme ça. Et on se dit, OK, chacun a fait ses expériences avec, moi, j'ai fait ça avec des épinettes, les autres, ils ont avec des pins, eucalyptus, un peu partout au monde.
on a dit, OK, peut-être on devrait mettre tous ces résultats ensemble pour voir est-ce qu'il y a comme une tendance générale qui sort de toutes ces études-là. On a réussi d'avoir des collaborations avec plein de monde. Donc, on a fait une méta-analyse de 19 études. Ça englobe 26 espèces des angiospermes et des conifères. Et dans plusieurs stages de développement, mais la plupart, évidemment, sont plutôt des petits arbres parce que c'était toutes des expériences souvent dans des pots. Donc, et toutes ces études-là ont évalué soit le NSC, donc le carbone, ou l'état hydrique, donc le PLC que j'avais mentionné tantôt, ou même les deux. Donc, les résultats de cette méta-analyse-là pour le dysfonctionnement hydrique, c'est quand même assez clair au niveau au moment de mortalité. Donc, quand des arbres étaient morts, on peut dégager un genre de seuil d'à peu près 60%. Ici, des barres que vous voyez ici qui sont avec des valeurs plus petites, ça c'est souvent qu'il y avait une interaction avec des insectes, mais quand il n'y avait pas d'interaction avec des insectes, on pourrait comme genre faire ressortir un seuil de au moins 60% de perte de conductivité qui mène à la mortalité. Ce qui est particulièrement intéressant pour des modélisateurs parce qu'ils peuvent utiliser cette seuil-là pour un mécanisme de mortalité dans des modèles. Ils pourraient au moins. Donc, si maintenant on retourne au Hydraulic Framework de Nate McDowell et on met nos résultats dans un système d'ordination, ici on a Increasing Hydraulic Failure dans le dysfonctionnement en grandissant, tandis que ici on a la déviation de NSC, donc le contenu de carbone de réserve par rapport au contrôle. On voit ici quand même assez bien que oui, on a comme genre une seuil qu'on a bien placé dans cet espace d'ordination. Si maintenant on regarde pour le changement d'NSC par rapport au contrôle de toutes ces espèces-là qui ont été évaluées, cette image-là n'est pas aussi claire. Donc, on voit que, par exemple, ici, dans des angiospermes tropicaux, il y a surtout une augmentation. On voit ici, peut-être je devrais expliquer ça aussi. Ce qui est en vert, ça c'est des feuilles. Ce qui est en noir, c'est des racines. Et le rouge, brun, rouge, c'est la tige. Donc, dans certains biomes, comme dans les tropiques, on dirait que la sécheresse cause plutôt une augmentation des réserves, tandis que pour des angiospermes non tropicaux, c'est pas clair. Parfois, ça augmente, parfois, ça diminue. Et aussi, et je pense que ça, c'est à montrer aussi, parfois, comme ici, il y a une diminution, par exemple, dans des branches, mais ici, une augmentation dans des feuilles, mais une diminution dans des racines. Et c'est à peu près la même image pour des conifères aussi. Donc, ce n'est pas nécessairement clair pour toutes les espèces. Alors, si on veut maintenant faire cette ordination aussi et dire, OK, c'est où notre seuil de mortalité, donc notre seuil de épuisement carbonique qu'on pourrait utiliser pour un modèle de simulation, c'est pas clair parce que ça va de plus 50% par rapport au contrôle jusqu'à moins 50%. Donc, c'est pas évident. J'avais entrepris avec des collègues de la Suisse une expérience plus contrôlée où on n'a pas fait, on n'a pas appliqué une sécheresse, mais on a pris des petits arbres ici que vous voyez ici à gauche sur des images. Ça, on a fait ça à Jena, dans notre institut. Ça, c'est des collègues de la Suisse qui ont fait ça. Donc, on a mis des arbres en noirceur. Donc, on a fait un épuisement carbonique. On a fait un traitement d'épuisement carbonique. Et après certain temps, je pense que c'est tout à 3 semaines, qu'on a pris des cohortes et on les a remis à la lumière pour voir s'ils pouvaient récupérer, donc s'ils survivaient, et aussi si des réserves pourraient récupérer aussi. Et
C'est juste des données partielles que je montre ici. Ça, c'est ici seulement pour des sucres, mais on voit quand même, ça, c'est le contrôle ici à la lumière. Ça, c'est des arbres qui ont été introduits en noirceur et qui restaient en noirceur. Et ici, on voit des cohortes qui soit reprennent la vigueur ou parfois, comme ici, ils reprennent plus la vigueur. Donc, si on jumelle ça aussi avec l'amidon, on met tout ça ensemble, ce qu'on a trouvé, c'est qu'à peu près à 15% de la concentration d'amidon et de sucre soluble comparé aux arbres contrôle, les arbres ne récupèrent pas, donc ils meurent. Maintenant, si on met ça dans notre système d'ordination, et on dit 15%, donc c'est moins 85% par rapport au contrôle. Pour la sécheresse et pour notre méta-analyse qu'on a faite, c'est très peu probable que les arbres, pendant une sécheresse, meurent d'un épuisement carbonique. Donc, pour les modélisateurs à ce niveau-là, c'est très décevant parce que souvent des modèles de simulation qu'on utilise pour aussi prévoir comment peut-être les arbres vont fonctionner dans le changement climatique à venir. Ils utilisent surtout le carbon starvation comme le mécanisme de mortalité. Donc, ce n'est pas des bonnes nouvelles pour des modélisateurs. Ce qui est quand même assez intéressant pour un écophysiologiste, c'est de se poser la question, mais pourquoi la concentration d'hydrate de carbone est si variable? Donc, je veux montrer ça ici dans un exemple d'une expérience que moi j'ai faite à Iéna. Ici, c'est des épinettes que je mets sous un toit. Je ne l'ai pas arrosé ou je les ai arrosées et j'ai bien réussi à les tuer après quelques mois. Et ici, on voit des résultats au niveau des NSA, donc des hydrates de carbone. Ça, c'est le début de la sécheresse. Ça, c'est à la fin. Donc, il y a un temps entre les deux, quelques semaines entre les deux. C'est pour les feuilles, donc des aiguilles, des branches et pour des racines. Et ce qu'on peut bien constater ici, pour ni des feuilles, ni pour des branches, il y a un changement comparé au contrôle. Donc, le contrôle, c'est le bleu, la sécheresse, c'est le rouge. Il n'y a pas de diminution et ni d'augmentation. Donc, ça reste pratiquement pareil. Seulement pour les racines, on voit qu'il y a vraiment une diminution assez sévère, ça va presque à zéro. Donc, il y a une grande variabilité, pas seulement entre les espèces, mais aussi à l'intérieur d'une espèce entre les organes. Ça mené à formuler la question, mais pourquoi, comment l'état hydrique, ou est-ce que c'est l'état hydrique qui dérange l'utilisation des réserves pendant cette sécheresse-là? Parce que, et je retourne, excusez-moi ici, alors les racines ici sont en train de mourir de faim, si on veut exprimer ça comme ça, tandis qu'ici, il y en a plein de hydrates de carbone. Donc, si la plante pourrait envoyer des hydrates de carbone qui sont ici dans la partie aérienne, dans des racines, bien, des racines, ils pourraient survivre plus longtemps. Pour une espèce comme l'épinette, ça n'a pas trop d'importance, mais on sait qu'il y en a plein d'espèces qui font des repousses, des tragens et des affaires comme ça. Alors, le système racinaire, si le système racinaire pourrait survivre plus longtemps, que ça pourrait être un mécanisme de survie quand même assez important. Donc, je me suis posé la question, est-ce que c'est l'état hydrique qui dérange l'utilisation de réserves? Et pour faire ça, j'ai fait une expérience en serre. Donc, l'idée, c'est de, ici, simuler l'effet de sécheresse sur l'assimilation de carbone par une réduction de la disponibilité de CO2 dans l'air. Donc, je l'ai fait mourir, ou comme j'ai fait réduire la quantité de carbone dans l'air, comme si des stomates pendant une sécheresse sont fermés, mais je les arrose ou de l'eau traitement, je ne les arrose pas. Donc, la façon comment ça fonctionne, on a un grand compresseur qui pousse l'air ambiant dans des colonnes qui enlèvent et l'eau, mais aussi le CO2. Donc, là, j'ai l'air complètement dépourvu de CO2. Et après ça, je peux remettre CO2 dans cette
air-là pour avoir un degré de traitement ou d'une sévérité d'épuisement carbonique pour ces plantes qui poussent dans des chambres dans la serre. Peut-être c'est un peu compliqué, mais on peut poser des questions par la suite. Alors, des résultats que j'ai obtenus, c'est quand même assez frappant. Le noir, c'est des arbres qui sont arrosés et qui ont poussé à 400 ppm de CO2 atmosphérique. Donc, c'est pratiquement la concentration atmosphérique qu'on a. Donc, eux, ils sont dans leur zone de confort. Et j'ai des arbres qui ont poussé, ici en rouge, la sécheresse, qui ont poussé à 400 ppm de CO2, mais qui ont été soumis à une sécheresse. Et j'ai ici le low CO2 en bleu, c'est des arbres qui ont poussé à très faible CO2, 50 ppm seulement, mais qui ont été bien arrosés. Et ce qu'on voit ici, encore des aiguilles, des branches, des racines pour l'amidon et pour les sucres solubles pendant toute cette expérience-là, qu'on voit que encore, comme dans l'expérience que j'ai faite avec des épinettes sous le toit, la partie supérieure entre sécheresse et entre le contrôle, il n'y a pratiquement pas de différence. Encore, on voit un peu plus d'une diminution des hydrates de carbone dans le système racinaire, mais la partie aérienne reste comme le contrôle. Et seulement le traitement de faible CO2, mais bien arrosé, c'est pratiquement partout que les réserves diminuent dans le temps. Donc, ces arbres-là, semble-t-il qu'ils avaient accès à ces réserves-là, qui pouvaient les utiliser jusqu'à, pour l'amidon, par exemple, ici, pratiquement jusqu'à zéro. Pour des sucres solubles, on ne peut pas utiliser jusqu'à zéro, la plante va mourir avant, mais on voit quand même assez bien que c'est l'état hydrique qui est important pour l'utilisation des réserves de carbone. Et l'idée derrière tout ça, si je peux retourner encore, excusez. Donc, encore, comme dans l'autre expérience, l'idée pour un arbre, pour survivre à une situation comme ça, et peut-être aussi d'avoir la capacité de survivre par la formation de drageons, par exemple, ça serait d'envoyer les hydrates de carbone qui sont encore disponibles dans la partie aérienne pour le système racinaire, tel que j'ai mentionné. Pour l'épinette, c'est pas l'affaire, mais pour le peuplier, par exemple, ça pourrait être un mécanisme. Alors, ça serait quand même très important que la plante reste fonctionnelle au niveau aussi du transport. Et on a regardé ça aussi dans une forêt, c'est près de Munich, où il y avait des installations assez confortables maintenant pour avoir accès à la cime des arbres. Donc, ce qu'on a fait là, on a fait un marquage avec des isotopes stables, donc le C13. Donc, on a mis dans cette sac-là, on a injecté le CO2 qui était marqué avec le C13 et une fois rendu en sucre et transporté dans la branche, c'est aussi utilisé pour la respiration. Donc maintenant, si on installe des chambres ici et on évalue le contenu de l'isotope stable lourd, donc le C13, le ratio, et on regarde ça à deux places différentes et on évalue le temps écoulé entre le signal qui est inséré ici, entre ils se rendent au premier point d'échantillonnage et deuxième point d'échantillonnage, nous indique la vélocité de transport de sucre dans la branche. Donc, c'est ça qui est représenté ici. Donc, c'est la différence entre ces deux points ici en termes de temps qui nous indique, étant donné que la distance entre les deux points d'échantillonnage est connue, la vitesse de transport de carbone. Et si maintenant on regarde ça pour en travers ou sur une gradient c'est ça que j'avais peut-être oublié de mentionner, c'est aussi une expérience de sécheresse qui a été appliquée, donc un traitement avec des toits en sous-étage. Donc maintenant, si on regarde la vitesse de transport de carbone entre des arbres qui sont bien arrosés, donc ça c'est plutôt des arbres ici, des arbres qui sont through fall exclusion here. Donc, ici, on a le pre-dawn leaf water potential, donc plus que
ça va vers le droit, plus que les arbres sont stressés au niveau hydrique. Donc, plus que les arbres sont stressés, moins que la vitesse de transport de carbone est grande. Donc, on voit ici que même pour des grands arbres, dans des vraies forêts, la sécheresse ne réduit pas seulement la capacité d'assimilation, donc la photosynthèse, mais aussi la capacité de la plante de transporter ses réserves emmagasinées d'un endroit à l'autre afin de survivre une période de stress pour plus longtemps. Donc, pour cette partie-là, ici, de la première question, quels sont les liens? Ben, c'est l'état hydrique et le bilan carbonique sont interdépendants. C'est un peu évident parce que déjà là, au niveau des feuilles, l'estomac, c'est déjà un compromis entre la perte d'eau et l'assimilation de carbone. Donc, c'est évident à un certain niveau qu'il y a un compromis qui est là et les deux cycles sont interdépendants. Mais je pense que ce qui est vraiment important à regarder aussi, c'est le transport de carbone est un bouchon de cette interdépendance-là. Donc, la plante, l'arbre, dans ce cas-là, devient dysfonctionnel juste parce qu'il ne peut pas utiliser des réserves de carbone. Un peu comme si vous avez beaucoup de nourriture dans votre frigo, mais le frigo est fermé et vous n'avez pas de clé, donc vous pouvez mourir de faim juste par le fait pas par le fait que parce que nous n'avons plus de nourriture, mais que vous n'avez pas d'accès à cette nourriture-là. Alors, c'est intéressant, mais à quoi ça sert? J'espère qu'un peu plus tard, c'est évident à quoi ça pourrait bien servir. Donc, avec ça, on va à la deuxième question. Est-ce que je devrais demander pour des questions? Est-ce qu'il y a de quoi qui n'est pas clair tout de suite ou je continue? Bah écoute, Henrik, moi j'en aurais peut-être une pour toi. OK. Il y avait certains de tes résultats que tu montrais, ou comme la valeur là, pour le carbone de moins 15% sur l'épinette, mais tu sais bien que les feuillus ou dans d'autres systèmes, ça peut être assez différent. Donc, est-ce que tu penses que tu pourrais observer des choses différentes si vous aviez pris dans vos forêts, là, je ne sais pas, le hêtre, le chêne ou des espèces feuillues, et tu aurais pu avoir d'autres résultats au niveau du carbone? OK, tu parles le seuil comme pour l'épuisement carbonique? Oui, puis après, tu as refait des expériences en serre, mais souvent sur l'épinette. Et est-ce que tu as été Oui. poussé un peu ça sur d'autres espèces et d'autres… Oui, ça pourrait, évidemment, ça pourrait changer d'une espèce à l'autre. On a vu ça avec le méta-analyse à travers toutes les différentes espèces que des gens y ont utilisées, soit que l'eucalyptus ou l'épinette ou le pin ou le genévrier. Les résultats ils, changent évidemment et des valeurs, mettons, changent. Mais je pense que ce qui reste valide à un certain degré, c'est que l'influence ou l'impact de ces traitements sur le processus comme tel. Donc, soit que c'est l'épinette ou soit que c'est le hêtre, la sécheresse va diminuer la capacité de transport de hydrates de carbone, par exemple, des petites branches fines dans la cime pour nourrir des racines. Je pense que le processus comme tel va demeurer pareil, mais les valeurs qui se rattachent à ça, à quel degré la vitesse va être réduite, ça dépend des espèces. Puis penses-tu qu'avec le système de circulation chez les feuillus, qui est quand même différent et jusqu'à un certain point plus efficace, est-ce que ce seuil-là, il serait plus élevé ou moins élevé, ou est-ce qu'il serait encore capable de faire de la circulation interne même quand s'il n'y a plus beaucoup d'eau? Au niveau des hydrates de carbone, donc Ouais, est-ce que ça le phloem. circulerait? En tout cas, on n'a pas beaucoup de données à ce niveau-là parce que c'est super difficile d'étudier le phloème. On utilise des mesures indirectes un peu ici, comme avec des isotopes. Mais avec des isotopes aussi, c'est toujours difficile parce que si on nourrit la plante avec des isotopes plus lourds, on fait comme un marquage, mais le marquage est toujours mélangé dans des poules qui sont déjà sur place. Donc, c'est juste tout le temps juste un indicateur.
Évidemment, je crois qu'il y a des différences entre des conifères et des angiospermes, mais je ne peux pas te donner des C'est correct, résultats. ça nous donne juste l'excuse de continuer les recherches. Oui, c'est ça. On continue les recherches. OK, merci. D'autres questions de compréhension peut-être aussi? OK, ça c'était toi qui as dit. OK, je continue. Alors, est-ce que nos forêts disparaîtront? Donc, on a vu la première page, la page titre, cette image-là, qui est quand même assez menaçante, des points qui sont un peu partout répartis au monde avec des événements de mortalité. La question maintenant qui est importante pour nous, au niveau de l'aménagement, au niveau des décisions politiques qui seront prises et évidemment aussi pour la vie terrestre en général, parce que des forêts sont le moteur des cycles biogéochimiques. Alors qu'on voudrait bien savoir, est-ce que ce qu'on a observé dans des études individuelles ici, qui étaient bien répertoriées, est-ce que l'avenir va être une interpolation dans le temps de ça? Est-ce que ça va devenir de plus en plus grave et qu'est-ce qu'on, par la suite, évidemment, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter ça? Donc, on n'a malheureusement pas cette boule qu'on pourrait regarder, mais ce qu'on utilise souvent, c'est des modèles de prédiction. Donc, c'est des modèles dynamiques globales de la végétation terrestre. Et je voudrais juste, je ne suis pas modélisateur, mais je voudrais bien donner un peu un aperçu de cet état-là, parce que c'est ça notre boule qu'on a pour dire, OK, si on continue de la manière qu'on est maintenant, donc avec les changements climatiques, qu'on influence avec notre façon de consommer, est-ce qu'on a encore dans 70, 80 ans, est-ce qu'on a encore une forêt et comment cette forêt, ils vont avoir l'air, quelles espèces seront là, et de suite. Donc, je montre juste ici une comparaison ça a été faite en 2008, mais ça n'a pas changé beaucoup depuis ce temps-là. Donc, on voit ici les résultats d'un modèle que finalement, c'est des prédictions de la couverture forestière en 2099. Donc, on voit ici des couleurs plutôt jaunes et ça veut dire qu'il n'y a pratiquement pas de changement. Donc, ici, il y a une augmentation de la couverture. Donc, on voit ça ici en Asie, par exemple. Ici, c'est une diminution. Donc, des couleurs, plus que des couleurs deviennent chaudes, plus qu'il y a une menace de la forêt, donc une réduction de la couverture, et plus que des couleurs deviennent froides, il y en a comme une augmentation de du couvert forestier. Donc, ce qu'on voit ici, il n'y a pas grand changement. Peut-être l'Amazonie est un peu menacée. On prend un autre modèle ici. Oups, ici, c'est plutôt des forêts européennes qui sont menacées. Oui, l'Amazonie un peu aussi. En Asie, l'Est aussi un peu. Mais on a quand même aussi un greening, qu'on appelle ça en anglais, un verdissement, je ne sais pas en français. Donc, on a des latitudes plus au nord. Semble-t-il qu'il y en a maintenant beaucoup plus de forêts qui vont pouvoir s'installer. Le prochain modèle, encore là, on a ici les forêts migrent au nord. L'Amazonie est en panne un peu. Et encore un autre modèle ici, l'Amazonie pratiquement disparu, tandis qu'on voit aussi quand même le greening. Je ne veux pas aller dans des détails et je ne veux pas faire un jugement lequel des modèles est le meilleur ou lequel est le plus fidèle. On ne le sait pas de toute manière. Mais ce que je veux montrer avec ça, que la boule qu'on a, et c'est ça notre outil principal pour dire, OK, c'est quoi l'avenir de nos forêts et comment réagir maintenant pour peut-être avoir des forêts encore dans 80 ans d'ici. Mais ils sont vraiment en panne parce que dépendant quel modèle on utilise, les résultats sont complètement différents. Les auteurs de cette étude ils disent, OK, improving our ability to model plant responses to drought and heat is paramount. Si on veut prédire le future, le changement de végétation future, comme je dis, ça c'était en 2008, OK, on va dire, oh, c'est vieux, c'est probablement mieux maintenant,
Maintenant, en 2018, il y avait une autre publication. Les résultats, c'est à peu près la même affaire. On n'avait pas des belles cartes, c'est pour ça que je ne l'ai pas montré. C'était plus au niveau de turnover time de carbone, donc un peu plus abstrait, mais quand même aussi ces modèles, les Earth System Models qu'ils s'appellent, ils disent que, OK, ils sont en panne parce qu'ils ne modélisent pas les processus qui sont vraiment importants pour les dynamiques forestières, par exemple des perturbations biotiques. Donc, notre boule qu'on a à notre disposition pour prédire le futur ou l'état futur de nos forêts est vraiment pas très performant. Je veux, avec ça, juste montrer un peu c'est quoi la structure de ces modèles-là et ce serait vraiment intéressant de savoir si, ou d'avoir une discussion si jamais il y a un modélisateur parmi vous. Donc, je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est la structure de manière comme ces modèles-là fonctionnent, surtout si on regarde, et ce qui m'intéresse le plus, parce que c'est encore une fois des hydrates de carbone, donc des réserves ici. Une panne de structure dans ces modèles-là, c'est que oui, on a des réserves ici, donc si jamais, ici c'est la photosynthèse qui assimile le CO2, donc on a comme des NSC que la plante peut utiliser pour la respiration, oui, pour la croissance de feuilles, donc il y a comme toute une dynamique qui est développée. Si jamais il y en a trop de ça, on met ça en réserve, mais ce qui n'est vraiment pas bien représenté, c'est l'aspect interannuel des réserves. Donc, les réserves sont plus ou moins jetées à la fin de la saison ou encore brûlées par une augmentation de la respiration, juste pour le fait que le modèle peut continuer à travailler. Et évidemment, c'est ceux qui connaissent les arbres un peu et le fonctionnement des arbres, on sait que ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que si on regarde un tronc d'arbre avec des tissus qu'on trouve à l'intérieur, oui, il y a une partie qui est morte. Les xylèmes sont juste des tuyaux qui transportent de l'eau, mais en travers de toutes les cellules mortes, on a des cellules de parenchyme, soit ici distribuées de manière axiale ou ici transversale dans des rayons de cellules. Et ces cellules-là ont la capacité d'emmagasiner des hydrates de carbone et ce qu'ils font aussi. Et vu qu'on a comme une profondeur temporelle, parce qu'on a une croissance annuelle qui ajoute à chaque année des cellules, donc on a une profondeur ici temporelle. Donc, ce n'est pas après, à la fin de la saison, que l'arbre, il vide tout ça pour le brûler par la respiration, mais ça reste dans le tronc et ça pourrait être utilisé pour, par exemple, survivre une période assez difficile comme une sécheresse. On a fait une étude en utilisant un phénomène qui est très pratique à ce niveau-là, donc la production de sève d'érable, qui finalement, si on regarde ça par le fonctionnement de la plante, un réservoir de hydrate de carbone mobilisé. Donc l'arbre, au printemps, va changer l'amidon qui est emmagasiné dans ces cellules parenchymattiques du tronc pour les rendre en sucre soluble. Et maintenant, on perce un trou dans le tronc d'arbre et ça s'écoule et on fait du sucre avec ça. Mais on peut aussi faire la science avec ça. Et pour déterminer à quel point que l'arbre a pris des réserves plus âgées que d'autres, on utilise un outil qui a été mis à notre disposition par je dirais, la guerre froide, la politique de la guerre froide. Donc, l'armement nucléaire des années après la Deuxième Guerre mondiale et des tests de bombes nucléaires a causé une augmentation de la concentration de l'isotope radioactif de carbone, donc le C14, dans l'atmosphère, qui, après le temps, parce que maintenant on ne fait plus des tests d'armes nucléaires, avec la dilution de l'atmosphère
en utilisant des combustibles fossiles qui ne contiennent plus de C14, mais aussi la végétation qui absorbe ça et aussi la mer, on voit que cette concentration diminue dans le temps. Et donc, ça, c'est un signal que les plantes, ils emmagasinent dans leur biomasse. Donc, si maintenant, on imagine, on a en 2005 ici, 2008 ici, on prend un échantillon sur un arbre, une branche, par exemple, et on regarde c'est quoi le contenu en C14. On va constater que le signal C14 est beaucoup plus élevé que l'atmosphère parce que la branche n'a pas poussé hier, mais la branche a poussé, dans ce cas-là ici, en 1980. Donc, on pourrait faire une datation à très court terme avec le signal atmosphérique de C14. Et on a fait ça avec la sève d'érable. Donc, c'est Sylvain et Christian qui ont ramassé des échantillons quelque part aux alentours de Ripon. Donc, je ne connais pas ces sites-là, mais pour vous, pour moi, c'est connu, là, Roger Lake et Époque. Et on a à Jena, à notre institut, on a un accélérateur, donc un spectromètre de masse avec un accélérateur avec lequel on peut analyser le ratio C14. Et ce qu'on voit, c'est pendant cette période d'écoulement, donc ce qu'on utilise pour faire le sirop d'érable, le signal de C14 est plus ou moins stable et indique que les sucres qui sont contenus dans cette sève-là, ils ont été assimilés dans des 3 à 5 saisons de croissance en moyenne avant cette période de sucre-là. Donc, le printemps, je ne sais pas quand est-ce qu'on a fait ça. Donc, ça veut dire qu'on a un réservoir de hydrates de carbone qui ont une profondeur temporelle d'environ 3 à 5 ans. Et ça veut dire aussi que l'arbre pourrait survivre une période de 3 à 5 ans de stress où il ne peut pas assimiler beaucoup de carbone ou peut-être pas de carbone. Donc, ce qu'on voit dans des modèles, que les réservoirs sont flushés après chaque saison de croissance, que ce n'est pas très réaliste. Et ça, c'est une partie de mes résultats que j'ai ramassés dans le cadre de mon doctorat. C'est l'érable à sucre au Témiscamingue, où j'ai constaté que la mortalité après coupe de jardinage n'était pas due aux perturbations de la coupe même, mais par des épidémies d'insectes, donc la livrée des forêts, qui, par hasard, durent environ 3 à 5 ans, et ça à tous les 9 ans. Donc, pour ce système-là qu'on vient de regarder, des réserves d'une profondeur temporelle de 3 à 5 ans, donc capacité de survivre 3 à 5 ans, et maintenant ici, une pression écologique par les insectes qui est pratiquement un match parfait. Donc, qui explique que vraiment que l'arbre peut survivre ces périodes difficiles-là par l'intermédiaire de ces réserves emmagasinées dans le tronc. Donc, ce que les modèles devraient faire pour être plus réalistes, c'est au lieu d'avoir seulement un pool, un réservoir de réserve qui est vidé à chaque année, il faudrait vraiment avoir aussi cette profondeur temporelle pour représenter un peu mieux la résilience des arbres face aux stress environnementaux. Et en parlant d'insectes, les scolytes, maintenant j'ai parlé de la livrée des forêts, c'est quand même une perturbation mineure, assez isolée, mais on parle maintenant des
vraiment des phénomènes de masse. On voit ça ici, la mortalité à très grande échelle, ici au BC, mais aussi dans l'ouest des États-Unis, où il y a des millions de hectares de forêts sont détruits par des scolytes, alors que les modèles jusqu'à date n'incluent pas ces perturbations-là. Et évidemment, ça ne peut que mener à des fausses prédictions. Ça ne peut pas être réaliste. Et pour pousser ça un peu plus loin, ça c'est quand même un peu plus récent, qu'on voit bien, NDVI, c'est un genre de indicateur de plantes qu'on peut, par la télédétection, qu'on peut observer l'état de vitalité des arbres. Et ici, c'est un index de stress de sécheresse, donc qui est très bien corrélé. On voit que les arbres ils meurent parce qu'il y a une augmentation pendant la sécheresse aussi des insectes qui maintenant trouvent des arbres affaiblis. Souvent, c'est aussi accompagné d'augmentation de température. Donc, les insectes se développent plus vite, plus rapidement, plus de générations par année. Les arbres sont plus stressés et finalement, il y a beaucoup de pertes de couverture ou de forêt par la sécheresse et, comme je mentionnais tantôt, des modèles ne tiennent pas compte de ces effets-là. En Europe, c'est la même affaire. Une étude qu'on a soumise récemment qui devrait, j'espère, sortir bientôt, qui montre clairement que la vulnérabilité des forêts a augmenté depuis les années 80 ici, extrêmement au niveau des insectes. Donc, et ça, c'est très directement lié à l'augmentation de la température moyenne qu'on a ici. Donc, la pression sur les forêts augmente très rapidement avec les changements climatiques, mais notre boule de vitre pour prévoir comment ça fonctionne n'est pas à hauteur de ces connaissances. Pas encore. Juste des petites images. Je viens de montrer des images de l'Amérique du Nord. Et ça, c'est dans mon voisinage, plus ou moins. Ça, c'est des forêts qu'on observe maintenant ici en Allemagne. On voit beaucoup, beaucoup de mortalité. Ici, c'est surtout l'épinette. C'est aussi l'espèce de squelette, l'Ips typographus, qui fait mourir toutes les épinettes ici. Mais il y a plein d'autres espèces qui sont affectées par le changement climatique. Et tel que mentionné, si on regarde des modèles de à grande échelle, donc Dynamic Global Vegetation Models ou même des Landscape Models, on voit qu'il y en a, si jamais, ça c'est des diverses familles d'insectes qui peuvent attaquer des forêts. Donc on voit souvent, c'est seulement géré par le climat, donc l'effet le climat a un effet sur les forêts. Non, l'insecte a l'impact sur les forêts seulement par le climat, mais il n'y a pas de physiologie de l'arbre qui est vraiment impliquée. Il y a un seul modèle qui existe présentement qui fait le lien entre la vulnérabilité des forêts et la physiologie des arbres et l'impact sur la dynamique forestière. Et comme on vient de voir, ça c'est quelque chose qu'on devrait changer. J'ai entamé un projet maintenant où on fait justement ça. Donc, on regarde un peu l'impact de la sécheresse sur le métabolisme primaire, donc ce que l'arbre fait en termes de croissance, mais aussi ses réserves, mais aussi comment ça a l'influence sur la défense de l'arbre. Donc, la production, par exemple, des métabolites secondaires que l'arbre peut utiliser pour se défendre contre des insectes tels le scolyte. Et on veut prendre cette information-là et pour les inclure dans des modèles de prédiction pour les rendre plus réalistes et plus aptes à prédire la future de nos forêts. Donc, de rendre cette boule de cristal plus apte comme outil de gestion de forêt. Avec ça, j'ai commencé la troisième section qui n'est pas très longue, mais est-ce qu'il y a des questions ou je continue?
Je pense qu'on peut garder les questions pour la fin à ce moment-ci. OK, c'est bon. Je continue. Alors, comment prévoir l'avenir sans connaître le présent? Je reviens ici sur cette carte-là. On a l'impression qu'on voit qu'il y a de quoi qui se passe au monde. Si on est juste et clair et on regarde un peu plus proche, on constate que les points qu'on observe sont surtout là où il y a des gens qui soit habitent ou qui aiment travailler. Comme par exemple ici en Afrique où il y a beaucoup moins de points, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mortalité, c'est juste parce qu'il y en a peu de monde là pour faire des études pour observer qu'il y en a la mortalité. Alors, cette carte-là, malgré toute la capacité qu'elle a pour donner un aperçu général pour ces endroits-là, elle nous indique toujours pas à quel point ça, c'est une tendance généralisée pour toutes les forêts. Comme ici, par exemple, dans l'Est, en Sibérie, ici, je suis certain qu'il y a un impact. Vous avez sûrement entendu des nouvelles cette année avec des températures de 38 degrés et quelque chose qui était, je pense, 25 degrés plus élevé que le normal. Alors, je suis certain qu'il y a la mortalité ici, sauf qu'il n'y a pas de monde pour les répatrier. On n'a pas d'outils vraiment pour regarder même l'état actuel de forêt. Il y en a, le Global Forest Watch, je ne sais pas si vous connaissez cet outil-là, c'est online, c'est gratuit à utiliser et c'est très puissant. Donc, on peut voir le changement de la couverture forestière globale basée sur des données de satellites de Landsat à 30 par 30 mètres. C'est vraiment impressionnant et j'invite tout le monde à y aller et de jouer avec des outils qui sont là. Donc, on peut mettre des seuils et on peut mettre même une attribution de cause et tout ça. C'est super intéressant et super puissant. Et des gens y ont fait des belles publications. C'est Matt Henson et son laboratoire qui a fait ça. Donc, on peut même faire l'attribution de le changement de couverture. Donc, lui, il a, pour les dernières 15, bon, c'est 2001 à 2015, il a fait les analyses pour dire qu'on a perdu 314 millions d'hectares de couverts forestiers. La plupart de ça, c'est bon, la foresterie et aussi le commodity driven, donc l'exploitation forestière et d'autres. Donc, c'est très puissant et ça donne vraiment comme à ce moment-là, je pense, le meilleur aperçu du changement des forêts à l'échelle globale. Je vais montrer quelques exemples ici à quel point l'algorithme est quand même assez puissant. Donc, l'algorithme utilise un peu la forme de ces mettons, si on voit ça ici, c'est assez bien visible. On voit que c'est tout carré. Donc, l'algorithme regarde ça. Dans l'ensemble, ce polygone-là est basé sur les qualités, comme par exemple des angles droits, la proximité de chemin, peut attribuer des causes. Ici, changement d'affectation. Ici, on clique maintenant dans Global Forest Watch. On va voir que l'algorithme a vraiment bien identifié toutes les surfaces. Ici, c'était au Brésil, où il y avait un changement d'affectation, donc land use change. La même affaire, ça c'est au BC, il y avait des épidémies de scolytes. À l'œil nu, on ne voit pas vraiment grand-chose, donc on voit la verdure un peu partout. Maintenant, si on fait passer le Global Forest Watch là-dessus, en effet, ces forêts-là, et je vais montrer tantôt une petite image, ils ont été très fortement affectées par les scolytes, le bark beetle, le mountain pine beetle. Et l'algorithme semble pouvoir identifier les perturbations dans cette couvert forestier pas mal mieux qu'on peut faire à l'œil. Donc, c'est très puissant. Mais maintenant ici, ça c'est à la Nouvelle-Mexique, ça c'est l'exemple que j'ai montré tantôt. Donc, on voit ça ici, encore l'image, 95% de mortalité physiologique, on dirait. Donc, il n'y a pas d'insecte qui est intervenu ici. Ici, mettons, on clique sur le Global Forest Watch pour indiquer la perte de couverture. On va voir qu'il n'y en a rien. Donc, oui,
c'est un outil qui est très puissant, qui peut nous montrer plein de changements de couverture, mais il y a à certains niveaux, cet outil est quand même aveugle. Surtout si, ça c'est des images que j'ai prises ici en Allemagne dans les dernières semaines. Par exemple, ici, on voit ça. On a des arbres morts un peu partout. C'est ce qu'on appelle la mortalité diffuse, donc qui est répartie à l'intérieur de cette couvert, de cette assemblée d'arbres. Et évidemment, maintenant, si on regarde pour le Global Forest Watch basé sur Landsat 30 par 30 mètres, ben, il y en a autant d'arbres vivants, verts, qu'arbres morts là-dedans, et c'est super difficile pour cet outil-là de détecter un changement. Donc, il faudrait utiliser d'autres sources de données qui existent déjà, mais qui n'ont malheureusement pas la couverture spatiale pour nous donner ce type de aperçu global. Donc, on a juste des tracés au monde qui sont révisités de temps en temps. Et ça, c'est ici au BC qu'on peut bien voir que le Mountain Pine Beetle a fait vraiment ravage. Maintenant, si on regarde la classification, ben, le Global Forest Watch a classifié ça comme forestry. Pourquoi? Parce que une fois que les arbres sont morts, c'est le salvage logging qui vient par après. Donc, les forestiers, ils vont aller rapidement en forêt pour ramasser tous les arbres-là avant qu'ils se mettent à décomposer. Et vu que par la suite, on voit des chemins forestiers, puis tout ça, le Global Forest Watch classifie ces terrains-là comme étant dus au forestry, mais on sait que ces épidémies-là sont aussi causées, telles que je montrais tantôt, par l'augmentation de la température et des événements de sécheresse. Donc, ce n'est pas si puissant que ça, surtout, et ça c'est dans cet article-là, une petite citation que je sors de là. Only 1% of all model validation sample cells were attributed to other causes. Alors ici, je crois que cet 1%-là, c'est justement cette mortalité diffuse par les changements climatiques. Alors, des arbres qui meurent ici et là, que l'outil ne peut pas détecter. Mais maintenant, si on imagine, cet pourcent-là se cumule avec le temps parce que le changement climatique n'arrête pas. Ça devient beaucoup de pourcentage avec le temps et ça devient une menace assez importante pour la survie de nos forêts. Afin de améliorer la situation, j'ai fondé une task force de l'IUFO. Je ne sais pas si vous connaissez l'International Union of Forest Research Organization. Donc ici, on essaie de créer une synergie entre plusieurs groupes, soit que des gens qui travaillent pour des inventaires forestiers nationaux, mais aussi des gens qui travaillent pour des réseaux de recherche, qui ont des parcelles en forêt. On travaille avec des gens en téléélection afin de tout mettre ça ensemble et de réussir que des gens ou des pays aussi échangent des données parce que à ce moment-là, souvent, c'est que même à ce que plusieurs pays font des inventaires forestiers, ils sont très gênés à aller échanger avec d'autres mondes. C'est comme leur propriété. Et on essaye avec cette initiative-là, cette task force, d'intervenir un peu auprès des institutions afin d'encourager un partage de données pour pouvoir avoir un aperçu, pas seulement par les satellites, mais aussi des gens qui sont vraiment en forêt pour réussir de trouver une meilleure image de l'état des forêts. On a aussi fondé un autre réseau, International Tree Mortality Network, qui est un peu plus large. Mettons, la IUFO, c'est un peu bureaucratique, il faut être membre, il se rattache des coûts à ça, mais l'International Tree Mortality Network, c'est gratuit. Ici, on veut pratiquement réussir la même affaire, c'est une fortification, c'est une extension de cette task force où on essaie de créer une dynamique pour que vraiment on réussisse à avoir une meilleure image de l'état des écosystèmes qui nous tiennent en vie sur cette globe-là. Des forêts, ils jouent un rôle
tellement important pour notre survie sur cette terre-là. Et notre connaissance sont vraiment très, mettons, trouées. Alors, l'idée ici, j'ai presque terminé, c'est qu'on mette vraiment des données de sources différentes ensemble, soit que par la télédétection des inventaires forestiers, on les met dans une base de données ensemble. On veut aussi avoir des outils que des gens peuvent utiliser pour enregistrer des événements de mortalité, mais ça peut être aussi des forestiers qui sont en forêt. Et au lieu de juste couper des arbres parce que ça fait partie de le plan d'aménagement, mais quand ils observent des grandes étendues de mortalité qui peuvent rentrer ça dans cette base de données. Donc, on veut vraiment créer une base de données à accès libre, online, qui facilite la recherche à la fois des mécanismes qui mènent à la mortalité, mais aussi qui nous aident à établir des mortality hotspots, donc vraiment des concentrations de mortalité avec lesquelles on pourrait vraiment avoir un meilleur aperçu dans quelle direction l'état de forêt va se développer. Donc, on a besoin de ces mécanismes-là, un peu comme ce que j'ai parlé dans les premières deux parties. Il faut vraiment connaître des processus physiologiques. Il faut les intégrer dans des modèles de prédiction afin d'avoir une meilleure prédiction de ça, parce que ça va influencer des décisions qu'on va prendre aujourd'hui au niveau politique pour maintenir ces écosystèmes en place. Avec ça, merci beaucoup et visitez-nous sur notre site web et vous pouvez devenir membre et j'espère qu'on va pouvoir travailler ensemble. Merci. Merci, merci énormément, Henrik, pour cette présentation très riche, très claire. Je rajouterais aussi que tout à l'heure, tu avais des doutes par rapport à ton français. Je pense que tu ne devrais pas en avoir. Ton français est très, très bon. C'est vraiment impressionnant. Bon, à tous égards, c'est impressionnant cette présentation-là. Je suis certain qu'on va avoir des questions. On a encore beaucoup de monde là, en ligne avec nous. Donc, gênez-vous pas, je vais voir les mains là, se lever là, sur Zoom. S'il y en a... Oui, il y a Benoît qui veut commencer déjà. Il y a Benoît qui veut commencer avec une question. Puis les autres, préparez-vous. Là, je vais y aller en ordre d'apparition que je vais voir. Ben, tout d'abord, merci beaucoup, Henrik. Très intéressant comme présentation. J'aurais été curieux de savoir, beaucoup des résultats que tu as parlé aujourd'hui en termes de stress puis de carbon starvation, c'était sur des études qui avaient étudié les petits semis. Tu as mentionné une étude que vous avez regardée sur des gros arbres. Où est-ce que vous avez réussi à aller chercher des mesures directement aussi dans les cimes des arbres matures? Est-ce que tu penses qu'il y a l'interaction entre la sécheresse puis les disponibilités des ressources carbonées puis les mécanismes qui régulent la survie des arbres là, face à ces stress-là changent autour des stades de développement des arbres? Ou est-ce que tu penses que le mécanisme reste plus ou moins le même quand les arbres deviennent plus gros? Ou est-ce que c'est juste les valeurs qui changent? J'aurais aimé ça juste t'entendre là-dessus. Non, oui, bonne question. Et évidemment, oui, ça change. Peut-être pas des processus, mais l'importance de processus. Par exemple, pour une grande arbre, vu que la distance est beaucoup plus grande entre la surface foliaire, donc la production de carbone, donc la production de sucre, et la dépendance, donc ou les organes dépendants de cette production-là, le transport joue un rôle beaucoup plus important parce que il faut parcourir cette distance-là pour nourrir des racines. Donc, si j'ai une réduction de la vitesse de transport et maintenant il faut que je parcours 22 mètres ou 32 mètres au lieu de juste pour une sémie 15 cm, l'impact n'est pas la même affaire. Je pense que
probablement le processus comme tel, comme par exemple la réduction du transport par le phloème, devrait à peu près être la même affaire. Mais l'impact change. C'est la même affaire que tu avais mentionné au niveau du développement, ça pourrait être déjà dans une période de croissance. Donc, dépendant, est-ce que l'arbre il pousse ou est-ce que c'est juste la maintenance ou est-ce que c'est comme par exemple, au printemps, c'est des branches qui poussent. Là, c'est super important que le système hydrique fonctionne super bien. Tandis que plus tard dans la saison, l'arbre peut tout réduire la croissance de tronc, donc la formation de cernes. Et ça n'a pas trop d'importance. Comme d'avoir une cerne plus étroite dans une année, ça ne change pas grand-chose, mais peut-être de perdre une population de bourgeons, mais ça, il y a une grande importance parce qu'il faut les remplacer, donc il faut creuser dans des... Donc, c'est super complexe. Ça dépend quelle espèce, à quel moment dans le temps, quel stade de développement. Ça devient très complexe très, très vite. Oui. Puis, juste un follow-up à ça, j'imagine que la raison pour laquelle la majorité des études se concentrent sur des semis, c'est parce que c'est plus pratico-pratique et c'est plus facile de contrôler toutes les variables. Est-ce que tu vois récemment une augmentation d'études qui tentent de regarder sur des arbres matures, des forêts? Parce que c'est elles, ultimement, qui vont être subies aux sécheresses puis au stress biotique. Oui. Le grand problème avec les études en forêt, souvent, c'est qu'on peut manipuler la précipitation. Mais la sécheresse, c'est beaucoup plus que ça. La sécheresse ne veut pas seulement dire que j'ai moins d'eau au sol, mais j'ai aussi une demande d'eau dans l'atmosphère beaucoup plus grande. Habituellement, une sécheresse, ça veut dire qu'il fait plus chaud. Donc, le VPD, donc le Vapor Pressure Deficit, en français, je ne sais pas maintenant, est beaucoup plus grande. Donc, la demande est beaucoup plus grande. Et ça, on ne peut pas manipuler. C'est pratiquement impossible. Donc, on va toujours avoir ces artefacts-là. Mais je pense de manière générale, il y en a probablement tendance à aller plus en forêt. Et pour certaines choses, c'est super important. Mais encore là, comme l'expérience que j'avais montrée où on a fait le marquage, là, c'était un peuplement mélangé d'épinettes et d'hêtres. Et tout d'un coup, le squelette est rentré là-dedans. Donc, il a tué quelques arbres. Là, ils ont traité tous les arbres, toutes les épinettes contre le squelette pour ne pas perdre l'expérience. Mais en fait, le mécanisme de mortalité, c'est ça. C'est le squelette qui tue des arbres. Ce n'est pas la sécheresse comme telle. C'est parce que l'arbre est affaibli et l'arbre devient visible pour le squelette aussi. Il ne faut pas oublier ça non plus. Il y en a de quoi cet état de stress rend l'arbre pas seulement plus vulnérable, mais semble-t-il plus visible pour les insectes aussi. Et maintenant, si on traite ça, on n'observe pas le vrai mécanisme de mortalité, mais en même temps, on a eu une subvention et on veut faire une expérience et on veut ramasser des données qu'on publie. On ne veut pas perdre notre expérience dans une saison. Alors, c'est difficile. Merci beaucoup, Henri. On a une question de Samuel. Puis j'invite les gens, je vois qu'il y a des gens qui ont posé des questions sur le chat. Je vous invite plutôt à poser les questions là, de vive voix à Henri. Bonjour, Henrik. Mon nom, c'est Samuel. J'étudie sous la direction de Christian Messier. Ma question, c'est maintenant qu'on a plus d'informations sur les interactions entre la sécheresse et les processus physiologiques, quel aménagement forestier ou solution à échelle globale serait le plus utile? Vu que c'est un phénomène répandu à beaucoup d'endroits, la sécheresse. Je pense que le grand problème, c'est qu'on ne peut toujours pas prévoir qu'est-ce qui arrive. Donc, au niveau de l'aménagement, il y a quand même des moyens d'intervention. Mettons, on pourrait faire comment on appelle ça? Un thinning, c'est quoi en français encore? Éclairci. Éclairci. On peut, par exemple, on peut faire des éclaircies pour
répartir des ressources sur place sur moins d'arbres. Mais souvent, ce qui arrive, on ne sait pas à l'avance quand est-ce la sécheresse arrive. Donc, ici en Allemagne, par exemple, c'est un très bon exemple. Moi, je travaille depuis 15 ans dans la mortalité d'arbres due à la sécheresse. Puis tout, je n'ai jamais vu une sécheresse ici. Et dans les derniers 2 ans, que j'ai vu à quel point que ça peut changer la dynamique forestière. À l'intérieur de 2 ans, la forêt a changé complètement. Il y en a 3 ans ici en Europe, on a pensé que l'être ici, c'est l'espèce de changement climatique parce qu'il peut bien gérer la chaleur, la sécheresse aussi, il laisse tomber ses feuilles, ils vont attendre et le printemps prochain, ils vont recommencer et tout est beau. Maintenant, toutes les êtres sont en train de mourir. Donc, les connaissances qu'on a croyé d'en avoir parce qu'on a pris nos expériences du passé ne sont plus valides. Et là, il y a de quoi qui arrive qui est hors de notre zone de connaissance. On n'a pas d'exemple pour ça. Ce qui est arrivé ici dans les derniers 2 ans, on n'avait pas d'expérience du passé qui pourrait servir comme modèle. Donc là, on se trouve maintenant dans une situation, on a des êtres qui meurent, on a des frênes qui meurent, on a des pins qui meurent, l'épinette est pratiquement partout tuée par les insectes, mais il y en a tellement d'arbres morts, on ne peut même plus intervenir, on n'a pas assez d'ouvriers et c'est une catastrophe. Donc, l'aménagement, on devrait avoir comme un genre de A-team tout le temps prêt dans un hangar quelque part. Il y a aussitôt qu'il y a de quoi qui arrive, ils sortent pour charger des arbres pour réagir, mais on n'a pas ça, on n'a pas ces ressources-là. Donc, je pense que ce qu'on peut apprendre maintenant par ces événements, c'est de dire, ça c'est le résultat de nos actes. Il faut agir maintenant pour prévenir que ça continue d'être comme ça. Je pense que c'est la seule chose qu'on peut faire à ce moment-là. Et l'aménagement en général, il faudrait préparer nos forêts pas pour avoir un meilleur rendement, mais pour avoir plus de tolérance à la sécheresse. Donc, essayer de favoriser des espèces qui sont mieux placées pour tolérer une saison, pas de précipitation. Mais encore là, comme je dis, on croyait que la hête, ça serait le cas. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, c'est difficile. Je pense qu'on est au tout début. Il faut avoir plus de connaissances de base, vraiment des connaissances fondamentales pour pouvoir dire, OK, cette espèce vraiment est tolérante dans la sécheresse. Et pas seulement parce qu'on a observé dans le passé, ah oui, en 82, c'était très sec et la hête, elle a bien pris ça. La sécheresse de 82, ce n'était pas la sécheresse de 2018. Donc, si on regarde les processus à l'intérieur de l'arbre, on aurait pu probablement prévoir que la hête meurt maintenant. Mais on n'avait pas ces connaissances-là parce qu'on n'avait pas besoin de les avoir. On n'a jamais eu une situation comme ça ici et ailleurs au monde. Donc, il faut, comme genre, réussir à mettre des gens qui travaillent en forêt ensemble avec des gens qui font la recherche appliquée, ensemble avec des gens qui font la recherche fondamentale et aussi avec des modélisateurs pour avoir vraiment une équipe qui est bien placée à prédire qu'est-ce qui pourrait arriver et aussi de projeter des scénarios. Un peu comme sorti, le modèle sorti qui est utilisé par des aménagistes un peu pour dire, OK, si maintenant j'ai fait une ouverture plus grande de la canopée, ben, il va y avoir plus de bouleaux jaunes qui poussent au lieu de l'érable à sucre, mais il faudrait que ça soit paramétrisé aussi pour la tolérance à la sécheresse et ça prend plus de charge. C'est quoi ce modèle-là dont vous parlez? Sorti? Oui. Ben, je ne sais pas si c'est toujours utilisé pendant que, quand moi j'ai fait mon doctorat, c'était très répandu et je pense que... C'est peut-être moins utilisé maintenant. C'est un modèle de Canam. C'est peut-être un petit peu moins utilisé. Mais je continuerai. Il y a Sylvain qui a une question aussi. Oui, elle était un peu en lien avec la discussion là, à savoir qu'il y avait, tu mentionnes plusieurs fois, les accumulations de stress. C'est pas la sécheresse qui tue ou c'est pas nécessairement l'insecte, mais c'est la combinaison des deux.
Puis une des solutions qui est souvent mise dans la sylviculture d'adaptation, c'est d'intervenir, de faire, comme tu disais, des éclaircies, diminuer la densité pour diminuer la compétition. Mais est-ce que l'intervention humaine ne devrait pas être considérée comme un stress supplémentaire avec les effets que ça peut avoir, les compactions de sol, etc. Et juste voir, est-ce que l'aménagement qu'on a en ce moment dans les forêts n'est pas aussi une source de stress additionnel qui fait que par rapport à même juste le fait d'urbaniser des environnements, puis d'avoir de la pollution, d'avoir des régimes hydriques qui changent dans les bassins versants par notre action, est-ce que cet impact-là de l'homme pourrait pas être aussi un effet additionnel de tout ce qu'on observe au niveau mondial? Oui, à petite échelle, probablement, tu as raison. Sauf que je trouve quand même que, vu que nos impacts sont à l'échelle globale, comme oui, l'aménagement, on pourrait avoir des ornières en forêt et peut-être l'ouverture trop rapide, la canopée, trop de lumière, stress. Je suis d'accord avec ça. Mais en même temps, si on regarde la pollution, par exemple, atmosphérique, la fertilisation d'azote qu'on entraîne avec ça, la fertilisation de CO2, mais en même temps, le changement de climat qui est plus ou moins visible, prévisible, mais pas localisé. Donc, on ne peut pas dire pour un endroit donné, OK, ici, ils vont avoir une sécheresse ou non, mais on sait que la température moyenne augmente et la probabilité de sécheresse augmente. Vu que nos actes à ce niveau-là agissent partout, je pense que ça serait pour nous pas avantageux de dire, OK, maintenant, on se retire des forêts. Parce que on les influence de toute manière. Donc, alors, je pense que maintenant, on a presque l'obligation de les aider aussi, de passer au travers de cette misère-là. C'est sûr qu'il y a des discussions là-dessus. En Allemagne aussi, c'est comme genre ce qu'ils appellent l'auto-guérison. Les gens, ils disent maintenant, OK, laissez les forêts faire ce qu'ils veulent. Ils vont mieux savoir qu'est-ce qui se passe et ils vont se rétablir. C'est tout correct. C'est une stratégie. Mais il faut quand même être conscient, si on prend cette décision-là, ça veut dire aussi on renonce à tous les services de la forêt qu'on obtient maintenant, qu'on veut bien savoir. Par exemple, très facile, les forêts maintenant sont dans un état très dangereux parce que d'être, par exemple, quand il meurt, des branches, il a tendance à tomber rapidement. Donc maintenant, des gens en Allemagne, ils adorent ça de se promener en forêt la fin de semaine. C'est l'affaire à faire la fin de semaine, tu prends une marche en forêt. Maintenant, c'est trop dangereux. Maintenant, les forestiers sont obligés, parce que c'est un bien public, la forêt, même si c'est une propriété publique, c'est un bien public, donc pour les services. Donc, les forestiers sont obligés de rendre la forêt encore sécuritaire pour ces utilisations-là. Donc, si on laisse maintenant la forêt, dire, OK, autoguérison, laisse-les juste comme ça, mais notre randonnée la fin de semaine, ben, ça ne marchera plus parce que c'est trop dangereux. Le propriétaire de la forêt devrait mettre des pancartes partout autour de dire, OK, c'est fermé, c'est trop dangereux. Et ça, c'est juste un exemple. La production de bois. Comme par exemple, ici en Allemagne, on est très fort sur la production de bois quand même, comment dire, durable. Si on renonce à ça ici en Allemagne, on devient plus dépendant de l'importation de bois d'ailleurs. Souvent, c'est comme dans les pays de l'Est, mais l'aménagement durable là, dans les pays de l'Est, c'est pas fort. Là. Donc maintenant, si on dit, OK, on laisse ça comme ça, la autoguérison, mais on va détruire les forêts dans l'Est de l'Europe, est-ce qu'on gagne de quoi avec ça? On a besoin du bois. Moi, je suis assez... Je pense que l'idée, c'est d'avoir un côté raisonnable avec ça et de dire que peut-être l'homme a des connaissances qu'il peut appliquer pour essayer d'aider, mais qu'une application à grande échelle de solutions vis-à-vis de peu de connaissances qu'on a peut parfois avoir des impacts pires que
que la situation du laisser-aller. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi que l'idée n'est pas d'abandonner les services, là, mais plus de bien y réfléchir à 2 fois avant d'intervenir. Ça, je suis d'accord avec toi à 100%. Ça, c'était un peu la réaction immédiate des politiciens après 2018. Ah, catastrophe, maintenant, on va injecter l'argent. Allez-y, plantez des arbres. Et évidemment, ça, c'est peine perdue. Des arbres qui ont planté en 2018 sont tous morts en 2019. Et c'est juste la façon politique d'agir. Il faut montrer qu'on fait de quoi. Mais moi aussi, je crois qu'il faudrait d'abord avoir assez de connaissances, comment agir et prendre ça tranquille. Pour la forêt, de toute manière, ces perturbations, si on regarde qu'on a des forêts depuis presque 400 millions d'années, ils vont survivre ça aussi. C'est nous qui sommes en panne. Alors, on pourrait bien prendre un peu de temps de réfléchir avant d'agir. Je suis d'accord avec toi. On va prendre une dernière question. On va essayer de faire ça peut-être un petit peu plus rapide. Henrik commence à être fatigué un peu, là. On va... Non, tout est beau. Mais je parlais trop longtemps, c'est vrai. C'est plus ses enfants qui veulent rejouer. J'essaie de... Méné, c'est pour toi. Si tu peux y aller, tu peux te... J'essaie de te... Oui. Est-ce que je l'ai perdu? Il y avait quelqu'un qui avait une question? Non. J'ai l'impression qu'il vient de quitter. Ah, OK. Précisément. Ben, c'est bon, c'est bon. De toute façon, ça fait déjà, je pense, un bon 20 minutes que tu réponds gentiment à nos questions, Henrik. Je veux te remercier encore une fois pour la qualité, la générosité. C'est extrêmement apprécié. Je pense que les gens, on peut enlever nos micros là, pour remettre nos micros plutôt et faire une bonne main d'applaudissements à Henrik. Je pense que ça vaut la peine, même si on est à go. Je vais laisser le temps aux gens d'allumer leur micro, puis on va pouvoir applaudir ensemble. Donc, on y va. 1, 2, 3, go. Merci, Henrik. C'était très, très, très apprécié. Merci à vous. Merci. Merci. Un gros merci. 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 Merci.